Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y aura peut-être de la dinde à Noël, mais on n'est pas sûr de pouvoir la mettre au four. On verra dans quelques instants les mesures que compte prendre l'exécutif pour amortir l'envol des prix de l'énergie. Mais hier, Elisabeth Borne a appelé les Français à la modération. Même avertissement ou recommandation du côté de GRDF et RTE, les gestionnaires du réseau gaz et électricité. Baptiste Morin, particuliers et entreprises, tout le monde va devoir faire des efforts pour éviter les coupures. Oui, RTE, le responsable du transport de l'électricité, le dit, le risque de coupure sera maîtrisé à condition que les Français consomment moins. Objectif, moins 5%, voire même en cas d'hiver très froid, moins 15%. Et un outil déployé par RTE, le dispositif EcoWatt, un site internet qui alertera avec 3 jours d'avance les fournisseurs d'énergie, les entreprises et les ménages en cas de risque réel de coupure. Coupure qui pourrait intervenir surtout le matin, entre 8h et 13h, et le soir entre 18h et 20h, des créneaux particulièrement sensible. Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation chez RTE, détaille les 3 gestes clés à appliquer en cas d'alerte. Le premier, ce serait de réduire son chauffage. Le deuxième, c'est j'éteins les pièces qui sont inoccupées. Et le troisième geste, c'est si je peux éviter d'utiliser mon four le soir à 18h ou 20h, je le fais. En faisant ça, je vais réduire ma consommation d'électricité, mais je vais aussi aider le système électrique. Sobriété prônée aussi par le gestionnaire du réseau de gaz GRT. Et dès maintenant, car le gaz se stocke, ce qui est économisé dès aujourd'hui pourra servir en plein hiver. GRT qui préconise une utilisation prudente des réserves. Elles sont aujourd'hui remplies à 94%. C'est une bonne chose, mais attention à ne pas piocher dedans trop tôt. L'hiver peut être long. Baptiste Morin, EDF de son côté, maintient sa promesse de rouvrir ses centrales actuellement à l'arrêt pour maintenance dans les semaines ou les mois qui viennent. Cela concerne 26 réacteurs. Le gouvernement maintient par ailleurs le bouclier tarifaire, mais cela n'empêchera pas la facture des Français de grimper sensiblement. Plus 15% sur les tarifs régulés du gaz et de l'électricité dès l'année prochaine, soit une augmentation moyenne d'une vingtaine d'euros dans les deux cas. Un chèque énergie sera versé à la fin de l'année aux Français les plus modestes de 100 à 200 euros en fonction des revenus. 12 millions de ménages sont concernés. Puis je rappelle que ce jeudi marque aussi le versement de la prime inflation de 100 euros. Voilà, plus 50 euros par enfant également. Vendredi noir en préparation. Demain, dans les aéroports français, la moitié des avions vont rester cloués au sol. Un mouvement qui va toucher les vols intérieurs et moyens courriers. Conséquence d'une grève du contrôle aérien. Les contrôleurs réclament des augmentations de salaire et des embauches. Syndicats et direction ne parviennent pas à se mettre d'accord. La grève de demain peut être considérée comme un premier avertissement. Aurélien Fleureau. Plusieurs centaines de vols supprimés. Air France n'assurera par exemple que 45% de ses courts et moyens courriers. Le mouvement est massif et les contrôleurs aériens ont 2 revendications majeures. La première, que l'inflation soit compensée. L'augmentation du point d'indice de 3,5% pour les agents de la fonction publique n'aura fait augmenter leur salaire que de 1,4% selon le SNCTA, syndicat national des contrôleurs aériens. Et puis autre inquiétude pour leur secrétaire national Loïc Parisi, l'absence de perspective de recrutement pour ce métier qui demande jusqu'à 6 ans de formation. Il y a 1200 départs à la retraite de contrôleurs aériens en 6 ans. 1200 départs à la retraite en 6 ans, ça représente un tiers de l'ensemble des contrôleurs aériens. Pour schématiser, c'est comme si tous les ans, à partir de 2029, vous aviez l'ensemble de la tour de contrôle de CDG qui est fermée pour manque de contrôleurs aériens. Et ça, tous les ans, pendant 6 ans. Si rien n'est obtenu d'ici demain, le prochain préavis de grève est déjà prêt. Il concerne les 28, 29 et 30 septembre. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Direction la Gironde. Les pompiers continuent de lutter contre l'incendie qui ravage Somos et ses environs. Le feu n'a pas progressé durant la nuit. Il est encore trop tôt pour dire s'il est définitivement fixé, mais les autorités ont bon espoir d'en venir à bout. 3700 hectares ont été détruits. Les évacuations préventives se sont multipliées, comme à Sainte-Hélène, commune proche de Somos. Le village s'est vidé de la moitié de ses habitants, des habitants partagés entre lassitude et colère face à la répétition des incendies. Reportage Benjamin Péter. Le village est presque désert. Des panneaux d'affichage invitent à ne pas circuler pour faciliter le passage des pompiers. La moitié de la commune a déjà quitté les lieux. Mais Aude, qui héberge ses parents Eric et Antonia, déjà évacués de leur logement la veille, a choisi de rester. On doit évacuer aussi, mais on est resté là pour l'instant. Les enfants, on les a mis à l'abri chez papy et mamie dans une autre commune et nous, on est là. Parfois, oui, ça prend la gorge, le nez, envie de vomir. C'est difficile, mais par vague. Et si la situation semble se stabiliser, l'inquiétude et la colère grandissent. Notre lotissement, il est à peu près à 1 kilomètre du feu, quoi. Faut pas qu'il y ait un grand coup de vent, quoi.
C'est très angoissant. Ça fait beaucoup à force, ces gros incendies. Tout l'été, ça a été ça, quoi. On a entendu que c'était criminel, donc oui, il y a de la colère. Je vois pas à quel moment c'est jouissif de voir la forêt cramer, quoi. Et surtout de mettre tous ces gens dans la détresse, quoi. C'est incompréhensible. Pour le maire Lionel Montillot, qui a toujours vécu ici, voir la forêt partir en fumée, c'est un crève-cœur. On voit son massif, on voit sa forêt fondre. C'est désolant quand on est, comme moi, un enfant de Sainte-Hélène. Quand on voit notre forêt être détruite comme ça, on est triste et en colère, oui. Une récurrence des événements qui usent. Et beaucoup qui avaient l'habitude de se promener dans ces bois, qui cueillaient des cèpes souvent, redoutent maintenant d'y retourner et d'y découvrir un paysage carbonisé. À Sainte-Hélène, Benjamin Péter, Europe 1. Il est 7h06 sur Europe 1. Nous partons maintenant aux États-Unis, à Détroit, où les industriels sont priés d'accélérer leur passage au tout électrique. C'est le salon automobile le plus grand du monde qui vient de s'ouvrir. Oui, Joe Biden en personne est venu prêcher la bonne parole. Le président américain était l'invité de marque du salon qui a ouvert ses portes hier. Alexis Guilleux, l'avenir appartient plus que jamais à la voiture électrique et il est temps de s'y mettre. Oui, Joe Biden est un car guy, un homme de voiture, comme il aime souvent se surnommer. Et depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il est le premier défenseur du passage à la voiture électrique. Hier, il a annoncé le déblocage de 900 millions de dollars pour commencer à bâtir le grand réseau national de bornes de recharge électrique. Ce premier volet couvrira un tiers des autoroutes du pays dans 35 États. Le grand road trip américain sera totalement électrifié. Les bornes de recharge seront aussi faciles à trouver que les stations essence le sont aujourd'hui. Nous allons aussi investir 7 milliards de dollars pour que les entreprises automobiles américaines aient les batteries et tout le matériel essentiel dont elles ont besoin. Alors à terme, l'objectif c'est d'installer 500 000 bornes de recharge à travers le pays. À cela s'ajoute une incitation récemment votée par les démocrates, 7 500 $ de crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule électrique fabriqué en Amérique. Car pour Joe Biden, il s'agit avant tout d'une opportunité stratégique et industrielle. Transformer le parc automobile américain tout en créant des emplois aux États-Unis. Et à 2 mois des élections de mi-mandat, le président ne se prive pas pour faire le service après-vente de ces réformes. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Enfin le football, deuxième journée de la Ligue des Champions, ça passe pour le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa grâce à ses stars Messi, Mbappé et Neymar. Des Parisiens pas tout à fait dans leur assiette, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est sans doute cette ambiance assourdissante qui a déstabilisé les Parisiens. 30 000 fans en vert et blanc, debout, chantant de toute leur force. En début de match, les joueurs du PSG font des erreurs inhabituelles. Paris est logiquement puni. Mené au score, le PSG s'en remet alors à son trio magique, confirme l'entraîneur Christophe Galtier. Vous savez, les 3 qui ont marqué s'appellent Messi, Mbappé et Neymar, et heureusement qu'on a ces 3 attaquants-là. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Il peut y avoir de la frustration pour Ney lors de la première période, comme il pouvait y en avoir aussi pour Kylian, qui ont eu des situations franches et qui n'ont pas pu conclure. Voilà, sans briller, le PSG se retrouve malgré tout en tête de son groupe de Ligue des Champions et toujours invaincu depuis le début de la saison. Les Parisiens ont fait un grand pas vers les 8e de finale de la compétition reine et se déplaceront dimanche à Lyon pour la Ligue 1. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant sur Europe 1, la France va-t-elle devoir faire revenir ses ressortissants et leurs familles partis faire le djihad en Syrie? On en parle avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat FO Magistrat. A tout de suite.